Bonsoir à tous. Nous sommes heureux de démarrer cette année Repères et Perspectives par cette première soirée. Et j'en profite pour remercier à nouveau, comme à chaque fois, la mairie de Boulogne qui met à notre disposition cette belle salle. Alors voilà, notre thème de ce soir, c'est « Quelle famille pour demain ?» La famille, c'est vraiment une très très vieille dame. Elle a plusieurs millénaires et la famille, elle a beaucoup changé. C'est normal vu son âge, mais quand même, depuis quelques années, elle a particulièrement changé. Et donc, cette question, quelle famille pour demain, au pluriel, trouve bien son sens ce soir. Alors, voilà, on s'interroge sur son devenir, sur sa stabilité. Et comme on aime la famille, on avait envie de faire venir ce soir 3 personnes qui s'y intéressent chacune à sa manière. Et je les remercie particulièrement d'être là. Et je laisse notre journaliste Théo Moy les présenter. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci. Donc, je suis Théo Moy, journaliste à La Croix, où je m'occupe des pages débat et idées, les pages à vif. Et donc aujourd'hui, nous allons parler des familles. Et ça tombe bien parce que dans 2 semaines, le 27 octobre, La Croix va publier un baromètre annuel sur l'état de la jeunesse, dans lequel on découvre que si les jeunes jusqu'à 25 ans sont assez pessimistes sur leur avenir, une des choses qui reste une valeur très importante pour eux et l'institution sur laquelle ils sentent qu'ils peuvent vraiment toujours se reposer, c'est la famille. Donc ça montre que la famille a de l'avenir même pour les jeunes. Et pour aller au-delà de cette introduction, effectivement, on va se demander, la question ce soir, ça va être de se demander quelles sont les nouvelles réalités familiales de ces dernières années et se projeter sur comment les institutions, les différentes institutions, dont l'Église, peuvent répondre à ces nouvelles réalités familiales. Donc on va essayer, par quelques grands traits, de présenter ces réalités et ensuite de voir comment on peut y répondre. Pour explorer cette très vaste question, nous accueillons donc 3 invités. Aurane de Motor, donc vous êtes enseignante au Centre Sèvres et à l'ICP. Vous êtes, on peut dire, spécialiste d'Amoris Laetitia, du pape François. Donc vous réfléchissez vraiment très largement à ces questions. Et vous avez notamment été, jusqu'à il y a 2 ans, directrice adjointe du service national Famille et Société à la Conférence des évêques de France. Donc vraiment au cœur de nos questions. Et vous avez écrit un livre sur ce sujet, Famille belle et fragile, aux éditions Fidélité jésuite, dont vous avez même un exemplaire à nous montrer. Merci. Nous accueillons aussi Aline Jarry-Lacombe. Bonsoir. Vous êtes une ancienne enseignante de lettres. Vous avez une licence canonique de théologie. Et vous avez travaillé 10 ans au service formation du diocèse de Nanterre, avant de vous voir confier la charge de la Maison des familles ici à Boulogne. Donc vous êtes vraiment sur le terrain au contact de familles très diverses et vous allez vraiment être notre regard terrain très intéressant et précieux pour ce soir. Et enfin, nous accueillons Christophe Giraud, vous êtes sociologue, vous avez beaucoup travaillé sur le lien conjugal, sur l'engagement amoureux des plus jeunes, aussi sur le lien conjugal pour des personnes, des aînés, voilà. Et aussi sur la reconfiguration des familles, il me semble, autour de la question de la figure des beaux-parents, etc. Donc vous êtes vraiment notre caution scientifique ce soir. Et pour commencer, vous avez gentiment accepté de nous présenter en quelques slides PowerPoint des grandes tendances sur les réalités familiales de ces dernières années, pour que notre discussion puisse s'appuyer sur un regard un peu objectif sur que sont les familles françaises aujourd'hui. Donc on vous écoute. On va parler en fait des grandes transformations de la famille depuis les 50 dernières années, je dirais. On va voir 3 grandes transformations et puis on va essayer de montrer comment statistiquement, empiriquement en fait, elles se matérialisent. La première grande transformation qu'on peut citer, c'est celle de la pluralisation de la vie conjugale. En l'occurrence, donc, je l'ai indiqué ici, le recul du mariage. Alors, pluralisation, c'est un terme compliqué. Ça veut dire en fait que la vie conjugale prend différentes formes et s'inscrit dans différentes
type de contrat désormais. Alors, il y a une première évolution donc, qui se noue autour de l'union libre. Alors, dans les années 50, l'union libre était concernait environ 2% des individus. C'était l'âge d'or du mariage. Toute vie privée devait passer en fait, par l'institution du mariage civil, et pour certains religieux. Et en fait, donc, on voit ici l'évolution avec ce petit tableau donc, qui concerne l'ensemble des couples cohabitant aujourd'hui, où on voit en fait la part, donc dans la ligne du bas, la part donc, des couples qui sont non mariés aujourd'hui en France. Alors en 99, en 2007, en 2012, en 2017, on compte parmi l'ensemble des couples qui sont recensés donc, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, on compte le nombre de couples mariés, le nombre de couples non mariés, et on voit en fait sur l'ensemble de la période une évolution qui est tout à fait intéressante, puisqu'on passe donc des années 50, 2%, à une évolution aujourd'hui 99 puis 2017 où on a environ un quart des couples qui sont désormais non mariés. Alors donc, comme on le sait, comme vous le savez tous et toutes, cette union libre, elle a beaucoup compté dans les années 70 chez les étudiants qui ont développé d'abord l'union libre dans les toutes premières années en fait, de leur vie commune, avec une cohabitation donc hors mariage. On appelait ça la cohabitation juvénile. Et en fait, au fil des années, dans les années 80 et 90, les statisticiens ont constaté que l'évolution de cette union libre était tout à fait intéressante, c'est-à-dire qu'elle se prolongeait. Elle se prolongeait dans le temps, et donc quelque chose qui était transitoire et qui se concluait systématiquement par le mariage au bout d'un certain temps, notamment quand les enfants venaient, désormais, en fait, pour une partie de la population qui n'est pas ridicule, on va dire, qui n'est pas anecdotique, on a des unions conjugales hors mariage qui continuent et qui se prolongent donc jusqu'à assez tard dans la vie. Voilà. Donc ça, c'est une première grande tendance assez forte. Donc des personnes choisissent de ne pas opter pour le mariage aujourd'hui. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est quelque chose qui est désormais relativement bien accepté, alors qu'effectivement, dans les années 50, ceux qui étaient en union libre étaient plutôt mal vus. Deuxième... Ah oui, pardon. Non, il faut que je le fasse là, comme ça. Deuxième transformation, de nouveaux contrats conjugaux sont arrivés. Alors, on les connaît tous, le Pacs. Il a été institué ou voté en 1999. Et depuis 1999, avec des modifications législatives successives, en fait, bien, on voit un petit décollage donc, de ce type de contrat dans les années 2000, 2001. Ça commence très doucement, c'est encore très nouveau comme institution. Et puis, au fil des transformations législatives, notamment avec des droits qui sont accordés en termes de fiscalité, en termes de protection sociale, une institution qui décolle vraiment pour arriver à 200 000 en fait, Pacs conclus en 2010. Qui est le maximum, il y a une sorte de pic, et puis de petits reculs après, mais ça repart ensuite dans les années 2010. Donc, montée du Pacs extrêmement importante, extrêmement forte, qui vient tutoyer, pourrait-on dire, la courbe rouge qui se trouve tout en haut, qui est celle des mariages. Alors, à chaque fois, c'est des statistiques par année, d'accord ? Donc, c'est le nombre de mariages par année, le nombre de Pacs qui sont conclus par année aussi. Quand on regarde ça en stock, c'est-à-dire quand on regarde l'ensemble de la population, évidemment, la part des pacsés n'est pas très importante. Enfin, elle reste encore relativement modeste. Ces unions Pacs et mariage, quand on regarde la courbe bleue, elle illustre le nombre d'unions qui sont contractualisées, c'est-à-dire donc le nombre de couples formés qui ont soit choisi le mariage, soit éventuellement choisi le Pacs. Alors dans les années 70, il n'y avait que le mariage, évidemment. Les années 70, c'est le maximum, c'est ce qu'on appelle en démographie l'âge d'or du mariage, c'est le nombre maximum de mariages par année. Il est autour de 400 000, donc il est extrêmement important. Et puis on voit une lente décrue en fait, du mariage, concurrencée par l'union libre. Et puis ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'en 1999, donc, au moment où le Pacs commence, il y a une forme de recrudescence des contractualisations d'union, c'est-à-dire qu'une partie des gens qui sont en union libre optent pour le Pacs. Et quand on fait la somme du Pacs et du mariage, on se retrouve à un niveau qui est extrêmement élevé, comme dans les années 70. Donc le Pacs a été
une occasion pour les individus qui étaient en union libre un peu par défaut, parce qu'ils refusaient le mariage. Il y avait une forme d'opposition à une institution qui était considérée dans les années 70 comme bourgeoise. Ça a permis en fait d'opter pour une autre forme de contrat, pas le mariage, mais en même temps donc du coup d'officialiser un grand nombre d'unions. Et l'union libre a continué à progresser par ailleurs, donc ça fait un grand nombre de couples. Si on revient rapidement sur la précédente, ici on voit en fait que ceux qui ont le plus profité du Pacs, ce sont évidemment les couples de sexe opposé, les couples hétérosexuels, et que le nombre de Pacs de couples de même sexe est relativement modeste, de même que le mariage donc, de personnes de même sexe, donc pour les couples gays ou lesbiens, donc, qui commence en 2013, qui reste encore, on va dire, à un niveau relativement modeste par rapport au nombre de mariages de couples de sexes différents. Alors, deuxième grande transformation, parce que ça c'est une première grande transformation, on a plus le choix en fait aujourd'hui. Et pour tout dire, déjà aller dans le sens de l'interprétation, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que quand on regarde les individus donc, dans leurs choix matrimoniaux ou conjugaux, on voit que les mêmes individus passent d'abord par l'union libre, quand ils sont jeunes, ils s'installent, ce sera le dossier de la Croix, peut-être, puis ils passent ensuite souvent par un Pacs, parce qu'il y a des rapprochements de conjoints, il y a des avantages que l'union libre évidemment n'offre pas. Et puis, à une date donnée, ils passent parfois par le mariage. Donc, à la différence peut-être des années 70, où certains individus ne voulaient pas du tout le mariage parce que c'était trop bourgeois. Donc, il y avait une forme de choix idéologique quand même très très fort. Désormais, ces trois options-là sont beaucoup moins connotées idéologiquement. Le mariage reste éventuellement connoté idéologiquement, au sens où on peut se marier pour la foi, on va dire, parce qu'on croit dans l'institution. Mais une grande partie de la population, finalement, connaît les trois types d'unions au cours de sa vie, et parfois le répète quand il y a des séparations. Bon, on peut recommencer. Deuxième grande transformation, c'est la fragilisation en fait, de la vie conjugale. Alors, ça, c'est très connu, donc je ne vais pas être forcément très très long. Fragilisation, donc, parce que, donc, à partir des années 60, il y a une augmentation du nombre de divorces dans la population française. Là encore, donc, c'est favorisé par un certain nombre de lois. En 1975, le divorce par consentement mutuel qui a été voté, qui a permis aux couples qui souhaitaient se séparer et qui étaient d'accord, on va dire, de le faire sans qu'il y ait de problème. Auparavant, donc, pour se séparer, pour divorcer, il fallait qu'il y ait une faute qui soit faite. Il n'y avait pas ce motif-là. Donc ça a changé considérablement les choses. Effectivement, on voit à partir des années 70 une pente beaucoup plus forte. Mais la tendance est déjà nette dès les années 60. Il y a déjà une volonté, en fait, de rompre des unions par mariage. Donc, et puis il y a eu d'autres réformes, donc des réformes qui ont permis aux individus dans les couples, dans le mariage, on va dire, de demander le divorce, on va dire tout seul. Une personne tout seule peut demander le divorce, et au bout de 2 ans, donc, donc la justice peut reconnaître que l'union ne vaut plus et peut prononcer le divorce, d'accord ? Parce que donc, si avant cette transformation-là, donc une personne qui voulait se séparer, donc pouvait être coincée par son conjoint, donc c'était assez contraint. Donc, on voit l'augmentation des divorces, donc qui se rapproche aussi d'une certaine façon de la courbe des mariages. Donc, il y a une forme de un divorce pour 2 mariages chaque année environ. La courbe baisse actuellement sur les toutes dernières années. Alors, une partie des interprétations possibles de cette hausse des divorces est que les individus, les Français, donc, n'ont plus du tout envie d'être en couple. Et qu'au bout d'un certain temps, ils choisissent de casser cette forme de vie privée parce qu'elle n'est pas satisfaisante et qu'ils veulent plus de liberté. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on voit que parallèlement à la montée du divorce, il y a aussi une montée des remariages. Donc, le fait de divorcer n'est pas du tout synonyme pour la population française d'un désaveu du mariage ou un désaveu du couple. Et au contraire, on va dire, après un divorce, on se remarie, et ça prend, on va dire, c'est 20% des mariages désormais sont des remariages. Les divorces créent
des formes familiales qui sont plus diversifiées. Alors elles existaient déjà avant, c'est pas une nouveauté, mais donc ça crée des familles monoparentales, c'est-à-dire des ménages, des logements dans lesquels il y a un adulte et des enfants. Ça crée aussi évidemment des familles recomposées dans lesquelles il y a 2 adultes et des enfants, mais les enfants ne sont pas les enfants des 2 adultes. Voilà, donc bon, vous avez compris comment ça marche, évidemment. Ici, on a une statistique de l'évolution, ou on va dire de la distribution finalement des différentes familles. Ce qu'on peut constater en fait en 2020, donc, puisque c'est les derniers chiffres, c'est que les familles monoparentales représentent 25% des familles, une famille sur 4, et que les familles recomposées représentent 10% seulement en fait du total des familles. Et donc les familles dites, elles sont couple avec ses seuls enfants, donc ça, on a du mal à les nommer en fait. On pourrait dire famille conventionnelle. Bon, ensuite c'est un peu, donc l'INSEE a des appellations diverses, mais on pourrait les nommer famille conventionnelle. Famille conventionnelle, donc forme 2/3 en fait de la population des familles, ce qui est la majorité. Mais en fait, ces 2/3 peuvent cacher des familles recomposées qui ont eu des enfants d'un deuxième lit, donc du deuxième couple, dont les premiers enfants seraient partis, donc il reste dans ce cas-là plus que le dernier enfant du couple qui s'est reformé, et ce couple-là redevient une famille conventionnelle. D'accord ? On ne voit pas les enfants qui sont partis, on compte par ménage en fait, on compte par logement. Donc il y a une partie en fait des familles recomposées qui sont assez faibles en fait, qui est cachée, sans qu'on puisse savoir d'ailleurs combien sont cachés, pour tout dire. Donc j'ai pas de statistiques plus intéressantes. Alors là encore, comment est-ce qu'on peut interpréter ces transformations-là en fait des ménages ? Il y a beaucoup de personnes qui disent mais finalement c'est l'individualisme contemporain qui fait que les individus à un moment donné pensent à leur intérêt propre et se séparent, souvent pour des broutilles, donc la séparation est quand même souvent critiquée dans ces cas-là. C'est aussi la facilité de rencontrer en fait des gens via les applications de rencontres, et là encore donc c'est l'intérêt personnel, mais ici plutôt le désir sexuel qui s'exprime dans ces séparations. Donc qui sont, voilà, on trouve mieux ailleurs, plus facilement désormais avec les nouvelles technologies et les sites de rencontres ou les applications de rencontres. Donc il y a une forme de dénonciation souvent en fait de ces séparations. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, donc, il faut noter qu'il y a des remariages. C'est-à-dire que quand on divorce, souvent, donc il y a souvent une période en fait où il y a une forme de liberté sexuelle en fait très nette. C'est-à-dire on rencontre des personnes de façon très libre, pas pour former du couple, simplement pour retrouver une sorte de contrôle sur soi-même, sur son corps, plus être prisonnier d'une relation trop longue. Mais en fait, bien souvent, cette période-là, elle ne dure pas. Et il y a à nouveau la volonté de nouer des liens qui sont stables, qui sont longs, qui sont exclusifs, et qui peuvent éventuellement se transformer en remariage. Donc plus que de penser à une forme d'intérêt personnel, la façon dont on interprète plus souvent ces chiffres-là, c'est l'idée que désormais, dans l'esprit des individus contemporains, il y a l'idée que quand une relation, un mariage, par exemple, n'est plus satisfaisant, alors dans ce cas-là, ça ne sert à rien de se sacrifier pour le bien du mariage, qui n'a plus de sens en tant que tel, comme collectif. Mais par contre, il y a une forme de volonté chez les jeunes et chez les plus âgés de se dire je veux une relation stable qui soit satisfaisante pour moi. Et si ce n'est pas satisfaisant, je m'en vais. D'accord ? Donc finalement, l'augmentation du divorce ne serait pas un désaveu de l'institution matrimoniale, ou de la stabilité ou de l'exclusivité, tout ça. Ce n'est pas du tout ça. C'est au contraire une forme de plus grande exigence à l'égard du mariage ou des relations que l'on a avec son partenaire. Et parce que c'est plus exigeant, du coup, c'est plus fragile. Parce que si ça ne va plus, on s'arrête. Ensuite, on va trouver quelqu'un d'autre qui sera plus satisfaisant. Donc c'est une plus grande croyance. On peut être dans un monde où il y a un très haut niveau de divorce, un très fort niveau de divorce et une très grande croyance dans le couple. C'est pas incompatible en fait. Au contraire, ça va même ensemble.
Alors, troisième transformation, et du coup je fais très vite parce que là aussi vous allez comprendre assez rapidement. Dans le couple, il y a une transformation des rôles conjugaux. Alors pourquoi? Donc, si je prends la référence des années 50, quand on entrait dans le mariage, on endossait les rôles. Il y avait le mari qui était pourvoyeur de revenus et l'épouse qui était la responsable du foyer. Désormais, donc, ah oui, c'est très moche. Ah non, ça marche. Désormais, donc, ça s'est considérablement transformé. Ici, donc, la petite ligne pointillée en fait, qui zèbre en fait, tout le diagramme. Alors, malheureusement, c'est pas en couleur, mais donc, qui part de 50% et qui arrive presque à 80%, donc qui est tout au milieu du graphique, c'est le taux d'activité féminine. Alors, on sait tous qu'il a énormément augmenté depuis les années 60. Et alors, il n'est pas tout à fait au niveau masculin. Donc, il y a des inégalités qui continuent à être extrêmement fortes en fait, sur le marché du travail, évidemment. Mais l'expérience féminine d'une activité professionnelle stable et durable est quelque chose qui est devenu, on va dire, très courant et particulièrement répandu, en fait, y compris après le mariage. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est considérablement transformé. L'homme n'est plus le pourvoyeur de revenus unique et souvent même pas forcément principal. D'accord ? C'est même pas lui forcément qui est celui qui apporte le plus de revenus à la maison. Donc il y a une forme de symétrisation des rôles masculins et féminins, au moins ici dans cette question d'apport de revenus. En revanche, donc, sur le plan du travail domestique, c'est-à-dire des rôles qui se font à l'intérieur du foyer, ici on a des statistiques sur les heures que les hommes et les femmes passent aux différentes activités de la vie quotidienne. Alors, le temps physiologique, c'est le sommeil. Le temps professionnel, les hommes travaillent plus que les femmes, toujours en moyenne. Le temps libre aussi, les trajets. Donc il y a plein de catégories comme ça. Il y a une catégorie qui s'appelle temps domestique, qui est au milieu en fait des lignes du tableau. C'est la 4e ligne. Et on voit l'évolution en fait du temps de travail domestique, c'est-à-dire du temps passé pour les autres en fait au sein du foyer, qui n'est pas rémunéré. Et on voit en fait que les femmes, alors si on prend la référence 2010 par exemple, passent 4 heures de temps domestique quotidien, donc à s'occuper des autres, du mari, des enfants, pendant que les hommes passent seulement 2h13. Alors donc, si on voit, donc c'est du simple au double, donc bien évidemment, vous avez compris, mais en plus c'est des moyennes. Et si on voit sur l'ensemble de la période, on voit que le temps de travail féminin a décru de 86 à 2010 d'1 heure, ce qui est assez peu, mais c'est quand même une décrue, et que le temps de travail domestique des hommes, lui, est resté relativement stable, c'est-à-dire il n'a pas bougé. Donc les inégalités se sont un peu réduites, mais vraiment très peu réduites. Pas du tout comme le rôle de pourvoyeur de revenus. Donc là, sur l'espace en fait, de la maison et de la résidence, sur le terrain en fait, intérieur, là, il y a des tensions qui sont extrêmement fortes. Et une partie des critiques qu'on voit, on va dire, sur les réseaux sociaux, par exemple, portent beaucoup sur cette inégalité domestique, avec des femmes qui estiment que c'est une mauvaise affaire, en fait, le couple. Et qui ont envie de partir, justement, parce qu'elles ont des conjoints qui ne sont pas à la hauteur, en fait, des attentes. Puisque vous avez compris, en fait, que la norme sous-jacente qui a derrière tout ça, c'est une norme d'égalité qui est très forte dans le couple, donc ce qui est une évidence pour les jeunes et pour les moins jeunes, c'est une forme d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc il y a un rejet en fait du modèle complémentariste, on pourrait dire des années 50, où la femme s'occupait de la maison et des enfants et les hommes donc au travail. D'accord ? Donc voilà, ça c'est les trois grandes transformations qu'on peut retenir. C'est peut-être un peu subjectif, voilà, mais merci de votre attention. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Anne-Jarry Lacombe, j'ai envie de me tourner vers vous tout de suite parce que vous êtes aux premières loges pour constater, comprendre toutes ces nouvelles réalités dans la Maison des Familles. Donc peut-être que le plus intéressant serait que vous nous présentiez cette Maison des Familles, que vous nous expliquiez comment elle fonctionne, ce que vous y faites et comment vous vous adaptez aussi à des nouvelles réalités, à ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle ce soir les nouvelles réalités familiales. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Voilà, écoutez, moi je viens
en acteur donc de terrain, je viens aussi en témoin et qui partage une responsabilité donc dans l'animation de cette maison avec un certain nombre de gens qui sont dans la salle et dont je reconnais et dont je salue les visages et la présence aujourd'hui. Donc cette maison des familles, c'est une maison effectivement qui est dédiée aux liens conjugaux. Voilà, aux liens conjugaux au sens très large, aux liens conjugaux et aux liens familiaux, bien sûr, au sens très large, pour tous ceux qui ont besoin à tous les âges de la vie, hein, de soutien, de présence, de partage, etc. Bon, c'est aussi une maison, il faut que je le dise, et peut-être Orhan reprendra cela aussi, c'est une maison qui est une maison d'église, c'est une maison qui a été voulue par le diocèse de Nanterre, et qui est non pas une paroisse, hein, mais un lieu d'église qui appartient qui fait partie des 4 lieux d'église du diocèse de Nanterre qui ont ce statut de maison d'église, c'est-à-dire de maison destinée à répondre à des soucis de la vie, à des questions de la vie quotidienne des habitants du diocèse et du département. Voilà. Et le diocèse de Nanterre a souhaité que cette maison d'église soit dédiée aux familles, et soit dédiée au soutien des liens familiaux. Voilà pour la structure de cette maison, si je puis dire. Alors en pensant à cette rencontre, j'avais envie d'abord vous faire réfléchir un peu, si je puis dire, au mot de maison. Parce que c'est maison des familles, maison d'église, c'est pas un lieu, c'est pas un espace, c'est pas une structure, etc. C'est vraiment une maison, c'est-à-dire qu'une maison, ça connote quelque chose de familier, ça connote quelque chose de la proximité. Donc c'est un lieu dans lequel on souhaite être proche les uns des autres. Et c'est une demeure à habiter, une demeure qui est habitée d'ailleurs par un jeune couple qui y habite en permanence et qui est habité également tout au long de la semaine par un certain nombre de personnes qui sont là pour accueillir à l'intérieur de la maison. Je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà. Donc, cette identité chrétienne, dans les maisons d'église en général et dans notre maison, je pense qu'elle dit quelque chose vraiment de l'invitation permanente à une ouverture universelle. Voilà. Et je relisais l'autre jour des passages de Fratelli Tutti du pape François qui nous dit, voilà, il y a 2 choses très importantes, c'est la proximité, se faire proche, et c'est le temps. Et c'est le temps, vous savez, on n'a pas beaucoup de temps dans notre vie quotidienne, on court toujours. C'est donner du temps aux gens, c'est donner du temps aux familles. Donc dans cette maison, effectivement, notre premier objectif, c'est de donner du temps et de laisser chacun s'approcher, et c'est d'apprendre ensemble à nous approcher les uns des autres avec un certain nombre de propositions dont je vous parlerai tout à l'heure. Qui dit maison peut dire aussi lieu clos. Et pour nous, la maison, cette maison-là en particulier, c'est pas un lieu clos, c'est un lieu ouvert, c'est-à-dire un lieu aussi dont il faut sortir pour aller vers les autres, pour aller à la rencontre. Et c'est un lieu qui n'enferme pas dans la vie personnelle, parce que on a tout à l'heure beaucoup parlé des familles. Les familles, elles sont aussi en résonance profonde avec tout ce qui traverse la société. Voilà. Alors, pourquoi des familles ? Justement, ça a été voulu depuis le départ. Pourquoi pas la maison de la famille, hein, mais pour la maison des familles, justement, pour correspondre à pour coller à la réalité du monde d'aujourd'hui, à savoir les différents visages des familles, sans dire que l'une est plus conventionnelle que l'autre, etc., mais qu'il existe toutes sortes de familles, et sans doute, peut-être, il existera d'autres types de familles à l'avenir. Donc ça, c'est très important aussi pour nous. Et c'est très important pour cette famille aussi, pour cette maison aussi, d'être un lieu, non pas où on réfléchit sur les familles, comme on le fait aujourd'hui, mais un lieu où concrètement on accueille des familles et on accueille des personnes. Voilà. Avec un double ou un triple défi, je ne sais pas, c'est que effectivement le champ des réalités familiales, il est extrêmement large, puisqu'il croise toutes les réalités de la vie quotidienne, il croise le travail, il croise l'éducation, il croise la santé. Voilà, et vous pourriez sûrement en trouver d'autres aussi. Et puis, le défi aussi d'être confronté à la pluralité, parce que ce n'est pas forcément simple de mettre en lien des familles différentes les unes des autres, des familles culturellement différentes aussi, des familles qui ont des compositions différentes, des âges différents également. Donc ça, c'est un grand défi que nous rencontrons dans la famille.
Et puis aussi le défi, je parlais des accueillants et de tous les gens qui participent à la vie de la maison, le défi de faire vivre des équipes d'accueil qui sont elles aussi composées de gens différents, d'âges différents. Voilà, ça c'est les multiples défis de notre famille, de notre maison, pardon. Alors je voulais pour vous la présenter plus précisément, vous proposer 3 points, qui ne sont pas trop longs. Le premier point, c'est l'hospitalité. Le deuxième point, c'est la compétence. Et le troisième point, c'est le partenariat. Voilà. Alors l'hospitalité, je vous en ai déjà parlé un petit peu, mais c'est un vrai travail parce que le verbe accueillir a l'air un verbe tout à fait simple, mais en fait c'est compliqué d'accueillir, c'est compliqué d'écouter, ça demande beaucoup de réflexion, de travail, d'intuition, et ça demande aussi pour les équipes de cette maison un grand travail de cohérence. Donc nous avons une équipe d'accueillants d'une vingtaine de personnes à peu près, et puis une responsable des accueillants, et puis une formation des accueillants, une formation à l'écoute, etc. Alors accueillir pour nous, c'est aussi accueillir la fragilité, c'est un des mots qui est dans le titre du livre d'Oran et d'Alain Thomasset. Donc effectivement, tous les mouvements dont on vous a parlé tout à l'heure, ça induit beaucoup de fragilité. Donc pour nous, c'est être attentive à toutes ces fragilités, qui sont des fragilités psychologiques, parce que les ruptures de couple, les questions qu'on se pose sur les couples, devenir parent, tout cela c'est extrêmement difficile et pas du tout évident. Donc la maison, elle est ouverte à l'écoute de toutes les crises qui traversent les couples. Elle est ouverte à tout ce dont on a parlé tout à l'heure, à savoir, il y a des couples bien sûr hétérosexuels pour la plupart, mais il y a aussi toute l'émergence des couples homosexuels qui cherchent à exister davantage dans la société et qui se cherchent. Voilà, donc je vous en parlerai tout à l'heure à propos des propositions qui sont les nôtres. Bref, notre maison et notre volonté d'accueil témoignent, si vous voulez, d'une stratégie qui n'est pas planifiée. Vous allez voir, je vais vous parler tout à l'heure des compétences qu'on met en œuvre, etc., etc. Néanmoins, nous sommes toujours, nous aussi, fragiles quelque part, et nous aussi à la recherche de comment mieux rencontrer les uns et les autres, et comment surtout être acteurs nous-mêmes, mais aussi rendre les autres acteurs. Rendre les autres acteurs pour que nous ne soyons pas toujours en posture d'apporter, mais aussi en posture de recevoir les uns des autres. Alors mon deuxième point, c'est la compétence. Face à toutes ces réalités, face à toutes ces personnes qui viennent, on essaye de mettre en place des appuis, c'est-à-dire de demander à des personnes compétentes, des psychologues, des psychomotriciens, des conseillers conjugaux, etc., de travailler à la maison. Là, c'est vraiment remplir notre rôle et notre travail de soutien des liens parentaux à tous les âges, de mettre à la disposition de chacun des professionnels compétents pour accompagner les couples, pour accompagner les parents, pour accompagner les grands-parents, les enfants, les jeunes, etc., dans un souci de les faire grandir en humanité et aussi de les rendre eux-mêmes soutenants. Comme je disais tout à l'heure, les rendre acteurs, mais les rendre eux-mêmes soutenants de leurs enfants, parce que les couples en trop grande difficulté ont du mal aussi à soutenir les enfants dans leur fragilité et dans les moments difficiles. Donc ça passe chez nous par des choses très, très concrètes et très, très simples, si je puis dire, des équipes de conseillers conjugaux par exemple. Ça passe aussi par des propositions de temps d'accueil parents-enfants, puisque au cœur de notre travail et des compétences qu'on essaye de développer, il y a le souci d'entretenir les relations, de travailler au lien, donc non pas de faire des garderies d'enfants, etc., mais de recevoir des parents avec des enfants en présence de personnel compétent. Ça passe aussi par des groupes de parole. Les groupes de parole, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans notre maison, c'est-à-dire des groupes de parole thématiques. Par exemple, des parents qui vivent des situations de handicap de leurs enfants. C'est un groupe de parole récent dans la maison, enfin qui date déjà de l'année dernière, mais qui a repris dans la maison assez récemment et qui marche très bien, et qui remplit une fonction, à mon avis, extrêmement, extrêmement importante de soutien, de partage, et où les personnes s'apportent vraiment les uns les autres en s'écoutant, grâce aux accompagnants qui sont là. Donc on a toutes sortes de groupes de parole. On a aussi
aussi dans la maison un groupe de parole pour les familles qui découvrent l'homosexualité d'un de leurs enfants ou d'un de leurs proches et qui le vivent. Voilà, ce groupe de parole est ancien dans la maison, mais toujours extrêmement important. Les groupes de parole débouchent parfois sur des conférences, comme ce soir, sur des sujets importants pour les uns et les autres, que ce soit le handicap, que ce soit l'éducation des enfants. La semaine dernière, on a proposé une conférence sur les écrans et la place du numérique dans la vie des familles. Bientôt, on propose un colloque sur l'homosexualité, parlons-en. Voilà, donc vous voyez, il y a une articulation entre les temps de partage et puis les temps de réflexion que la maison peut proposer également. Voilà, et puis le troisième point, je ne suis pas du tout exhaustive dans ce que je dis, mais voilà, le troisième point, c'est le sens du partenariat. Voilà, c'est-à-dire qu'on accueille, on essaye de développer des compétences, et tout cela, ça ne peut pas se faire tout seul. On ne travaille pas tout seul dans cette maison. On s'appuie sur un certain nombre de partenaires. Et notre travail consiste à aller rencontrer sur le terrain des structures associatives, des personnes ressources, des personnes relais, des personnes qui peuvent mieux que nous connaître les besoins des gens en plus grande précarité dans nos quartiers. Notre maison se situe dans le Trapèze à Boulogne, dont je pense que vous connaissez ce quartier. C'est un quartier dans lequel il y a différents types de populations et des zones de précarité assez importantes. Donc voilà, notre travail, c'est d'aller vers ces zones de précarité aussi, de regarder, de faire attention au réel, vraiment de partir d'un regard sur le réel, de vivre aussi en partenariat avec toutes les instances qui nous subventionnent, puisque nous sommes subventionnés par la Caisse d'allocation familiale pour tout ce qui ressort du soutien à la parentalité, par la mairie de Boulogne, et puis par la Fondation Sainte-Geneviève, c'est-à-dire le diocèse de Nanterre. Voilà. Alors ce ne sont pas simplement des liens financiers que nous avons avec eux, mais ce sont aussi des liens de réflexion. Par exemple, avec la Caisse d'allocation familiale, nous travaillons sur les questions de la monoparentalité. Vous en avez parlé dans votre exposé tout à l'heure. Voilà, la monoparentalité, je ne sais pas si vous avez retenu les chiffres, mais c'est quand même quelque chose qui explose vraiment beaucoup, et en particulier dans notre quartier, qui est un quartier de jeunes couples et de jeunes familles, enfin voilà, de jeunes, on va dire plutôt, et donc qui se retrouvent à certains moments de leur vie, en tout cas, seuls avec des enfants, hommes ou femmes. Voilà. Alors ce partenariat, on le tisse aussi de manière plus précise encore avec un certain nombre d'associations qui ont des objectifs bien précis, travailler avec les personnes plus âgées, comme une association de Boulogne qui s'appelle MINA, avec laquelle on va travailler, une association aussi qui s'appelle Proxité, qui est très intéressante parce qu'elle crée des liens entre les jeunes et les professionnels pour travailler, pour accompagner les jeunes dans leur travail d'orientation. Voilà, donc je ne vous en cite que quelques-uns. Alors je ne sais pas moi quelle famille pour demain. Je me posais la question que vous posez en tête. En tout cas, nous travaillons avec toutes sortes de familles. Ça c'est certain. Donc la question pour nous, c'est plutôt quels sont les visages des familles qui nous entourent ? Est-ce que nous les connaissons tous ? Qu'est-ce qui nous apporte aussi ? Comment ils ont tous un grand souci de lien. Voilà, ils sont toujours très heureux de rencontrer et de s'apporter les uns les autres. Par exemple, les mamans qui découvrent la maternité, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. On n'est pas forcément mère parce qu'on vient d'accoucher. On le devient, comme on devient parent peu à peu. Et en échangeant entre eux, les parents s'apportent vraiment énormément de choses. Voilà. Et ce que nous faisons dans la maison, c'est vraiment un travail de prévention, c'est-à-dire que nous ne sommes pas un centre thérapeutique. Nous ne sommes pas non plus un centre social, mais nous sommes en lien avec des centres thérapeutiques ou des centres sociaux vers lesquels nous pouvons aussi déléguer, nous pouvons renvoyer vers ces centres-là. Et puis voilà, notre mission, c'est vraiment se prendre soin, dont on parle beaucoup aujourd'hui, aider les gens à prendre soin d'eux-mêmes, prendre soin de son couple, prendre soin de ses enfants, et en prendre soin ensemble. Voilà. Merci beaucoup de cette. Vous pouvez le garder.
de cette présentation très très intéressante, et je pense que vous aurez sur les différents points qu'on va aborder toujours un éclairage vraiment de terrain qui va nous aider. J'ai envie maintenant de vous laisser la parole. Oriane de Motor, quels sont les visages des familles qui nous entourent? C'est aussi la question que se pose l'Église. Alors oui, je voudrais rebondir en ayant entendu donc Christophe et Aline qui nous ont présenté la réalité en fait. Et c'est ça qui me frappe et qui je trouve extrêmement pertinent. Partir de la réalité avec un regard sociologique, partir de la réalité avec des familles, des visages de familles. On a entendu les multiples initiatives qui étaient proposées à la Maison des familles. C'est extraordinaire. Voilà. Et la réalité, ce sont des familles monoparentales, des parents qui cherchent au mieux comment élever leurs enfants, des parents dont un enfant est handicapé, des familles qui découvrent l'homosexualité de leur fils ou de leur fille, etc., etc., etc. Cette réalité-là, c'est votre réalité aussi. Quand vous pensez famille, vous avez des visages devant les yeux. Vos enfants, vos nièces, vos neveux, vos parents, vos oncles, vos tantes, des gens que vous considérez aussi peut-être comme des membres de votre famille, bien qu'il n'y ait pas de lien de sang. Alors l'Église, en fait, elle accueille toute cette réalité-là. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 2014 et 2015, l'Église universelle s'est mise en tenue de synode. On y est encore à nouveau pour un autre synode, le synode sur la synodalité. Ce qui s'est passé à ce moment-là, ça a été assez intéressant. Il y a eu d'abord une immense consultation des baptisés qui voulaient bien répondre à des questions sur la manière dont ils vivaient les questions de famille, la manière dont ils vivaient leur vie de famille, les questions qu'ils se posaient, ce qu'ils voulaient demander comme accompagnement, les critiques aussi qu'ils formulaient envers l'institution Église. Voilà. Tout un énorme travail de terrain qui accueillait la réalité de ce que vivaient et espéraient les familles, de ce que nous vivions et nous espérons. C'était une première étape de ce long chemin synodal qui se poursuit d'une certaine manière, qui a abouti à un texte que vous avez peut-être lu. J'ose pas faire de sondage dans la salle, mais l'exhortation du pape François en 2016, la joie de l'amour, Amoris Laetitia de son petit nom latin. Voilà, donc je vois que certains l'ont lu. Et on est encore d'une certaine manière dans cette démarche d'accueil de la réalité, de réflexion, de prise en compte des espérances de chacun, puisque nous sommes dans un temps, et je vais employer le mot technique de la théologie, le temps de réception de l'exhortation. Voilà, on est encore dans ce temps-là. Alors voilà, l'accueil de la réalité, je crois que c'est vraiment, vous avez développé ça et l'Église accueille cette réalité-là. Et j'ai envie de dire, dans la Bible, dans la parole de Dieu, et le pape François nous l'écrit dans le premier chapitre de l'exhortation, il y a aussi cette diversité des familles. Il y a aussi les joies et les peines des familles. L'Église catholique, elle encourage les familles, mais, et le pape le dit clairement, sans idéalisation. Avec de l'idéal, oui. Nous tenons à un idéal du mariage pour toujours. Nous tenons à un idéal de la famille, mais sans idéalisme. Je m'explique. Si vous réfléchissez aux familles dans la Bible, c'est quand même pas si simple. Ça commence pas forcément très très bien, si je puis dire. Même. Et on peut multiplier les exemples. Il n'y a pas de modèle type de famille dans la Bible. Il n'y a pas de modèle type de famille dans la Bible. Par contre, il y a des familles qui vivent des joies, des peines, et puis aussi le drame d'un enfant malade, ou bien si on pense à l'Évangile, un fils qui prend son héritage et qui claque la porte et qui s'en va, et puis ça se termine pas forcément très bien, parce qu'il y a dispute entre l'autre fils et celui qui est parti. Enfin, vous connaissez l'histoire. Voilà, donc la Bible, elle accueille à la fois les joies et les peines en matière de famille, et je crois que c'est intéressant d'accueillir aussi cette réalité-là. Voilà. On a peut-être eu, quand on était jeune, des discours un peu idéalistes sur la famille. Je crois que c'est bon d'accueillir la réalité. Voilà. Et c'est le chemin que nous a proposé le pape François avec cette exhortation.
Et moi, il se trouve que je fais beaucoup d'interventions, beaucoup de formations, beaucoup de conférences. J'entends souvent une forme de soulagement par rapport au fait que l'Église accueille le fait que la vie de famille, c'est une très bonne nouvelle, mais qu'en même temps, c'est du boulot et que c'est quelquefois compliqué et que c'est quelquefois très douloureux. Voilà, c'est tout ça à la fois. Voilà, il ne s'agirait pas de tomber dans un extrême où la famille, ce serait à jeter aux orties. On parlait de... Je ne sais plus si vous qui parliez des enquêtes, ou si c'est... Oh non, c'est vous qui parliez du fait que la valeur famille restait... Voilà, je vois que dans les enquêtes européennes sur les valeurs européennes, en 25 ans, ça n'a pas changé. C'est toujours une valeur portée au pinacle. Oui, on y croit, la famille, on a raison d'y croire. On a raison d'y croire. C'est un lieu qui peut être un lieu de grand bonheur. S'aimer, c'est merveilleux. Donner la vie, c'est aussi des difficultés, mais c'est quand même merveilleux. Donc, l'Église, voilà, accueille toute cette réalité-là. Je voulais commencer par ça. Et moi, il y a un point précis. Christophe Giraud a parlé d'une exigence vis-à-vis du mariage. Ça, je trouve que c'est une question très intéressante, et c'est aussi une question qui se pose à l'Église. Donc, comment accueillir cette exigence, mais aussi cette nouvelle donne, c'est-à-dire que pour un certain nombre de personnes, ce mariage fait pas forcément pour toujours, quoi. Alors, je vais rebondir sur les chiffres. Le mariage civil, bon, il descend, mais gentiment, j'ai envie de dire. Voilà. Par contre, la chute des mariages sacramentels, des mariages religieux, est très importante. Les derniers chiffres qu'on a de mémoire, c'est donc ce sont de 2019, avant Covid. Les chiffres Covid, de toute façon, ça serait vraiment différent. Le nombre de mariages célébrés à l'Église catholique, c'est à peu près 45 000. En l'an 2000, donc 20 ans avant, à la louche, c'était à peu près 120 000. Donc, si vous êtes bon en maths, vous calculez vite, on a divisé par 3. Voilà. Je pense que pour les mariages civils, c'est pas divisé par 3. Voilà. En gros, il y a une pente comme ça, puis une pente comme ça. Voilà. Donc, c'est une réalité, moi, qui me fait peine, qui me chagrine, je le dis, et qui m'inquiète parce que il apparaît que moins on se marie. Le désir de mariage, notamment de mariage sacramentel, il naît quelquefois quand on a des amis qui vont se marier, quand on voit la joie qu'il y a à s'engager, à préparer, à faire la fête aussi. Bon, même si quelquefois on trouve que les fêtes sont un petit peu trop... Hein, voilà. Mais donc, cette pente-là, en gros, la diminution, c'est de 7% par an. C'est une pente très impressionnante. Premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il a pu y avoir, et il peut encore exister, un discours sur le mariage qui est presque exigeant, très idéaliste. Voilà. Qui a du mal à reconnaître le fait qu'on est limité, qu'on a des limites, et que donc le mariage, c'est pas évident. Donc ça n'a pas forcément aidé le mariage, ça. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas certaine qu'avoir un discours un peu planant, si vous voulez, un peu hors sol, aide le mariage. Oui, il faut tenir des grands appels, à avoir une belle vision du mariage comme quelque chose d'élevé, d'autant plus que quand on est jeune, on aspire à entendre un discours très, très appelant, un discours très, très élevé, si je puis dire. Mais ça ne suffit pas. Et le pape François, dans Amoris Laetitia, insiste beaucoup pour tenir, oui, à l'encouragement au mariage et à avoir un bel appel, mais en même temps, il met en garde et il nous dit on a pu avoir quelquefois des discours sur le mariage qui ne lui rendaient pas service. Voilà. Je peux vous lire, peut-être, vous allez voir, avec le style du pape François, qui peut être assez incisif. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors j'ai pas noté la page, oui. Nous avons du mal à présenter le mariage davantage comme un parcours dynamique de développement et d'épanouissement que comme un poids à supporter toute la vie.
Alors voilà, il dit on a cru qu'en insistant seulement sur les questions doctrinales, bioéthiques et morales, sans encourager l'ouverture à la grâce, on soutenait déjà suffisamment les familles. Bon, la critique est vive, hein, mais je crois qu'elle est à entendre. Voilà. Je crois qu'elle est à entendre. Alors pour soutenir le mariage, moi j'ai pas de truc, le pape François n'a pas de truc. Hein, on n'est pas dans un programme de développement personnel ou un des livres qui se vendent en pile à la FNAC. Mais par contre, il faut pouvoir dire que c'est un chemin à parcourir qui se renouvelle, que dans ce chemin, oui, il y a des tensions, il y a des difficultés, et que ça se surmonte, mais avec du travail. Il faut aussi pouvoir dire qu'il n'y a pas de famille parfaite. Il n'y a pas de famille parfaite. Ça n'existe pas. Et la vision, j'allais dire, marketing, des publicités de famille, genre la famille Ricoré, je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Bon, ça, c'est une illusion. C'est un leurre. La théologie catholique accueille de mieux en mieux le fait que ce soit une illusion et un leurre. Voilà. C'est pas tout à fait passé dans la pastorale. C'est en chemin. Voilà. Voilà quelques pistes pour démarrer. Allez-y, oui, Christophe Giraud. Si je peux rebondir, donc, dans les statistiques qui ont été présentées, c'est vrai que une des grandes transformations aussi, c'est l'importance de ces remariages, en fait, dans la part des mariages chaque année. Ça fait 20%, en fait. Donc, et c'est vrai que par rapport aux statistiques donc, sur le mariage sacramentel, bah, évidemment, les remariages ne sont pas éligibles au mariage sacramentel. C'est vrai que ça ne plaide pas, on va dire, pour une inclusion large. Je mets les pieds dans le plat, hein, je suis désolé. Ah, c'est un sujet intéressant, mais je laisse l'animateur... Non, peut-être, je voulais vous entendre, Christophe Giraud, sur vous avez travaillé sur les jeunes couples et l'engagement amoureux des jeunes. Et est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer avec ce que vous en avez perçu de cette difficulté effectivement à se projeter dans le mariage, c'est-à-dire est-ce qu'on se dit on vit maintenant les prochains mois heureux puis on verra quel est le rapport au long terme en fait? Alors c'est vrai que c'est une transformation. Enfin, c'est vrai que ça change énormément. Je pense que un des leitmotivs en fait des jeunes en début d'histoire, alors ils sont pas forcément encore couple. Donc une fois qu'ils sont couple, ça change encore. Mais quand ils se rencontrent, que la relation dure depuis peut-être un mois, donc on dit qu'ils sortent ensemble, ils sont ensemble. Ils ne forment pas forcément couple. Et le terme qui revient, ou l'expression qui revient systématiquement, c'est « Ah, mais on est ensemble sans se prendre la tête ». Et donc, pour le sociologue qui écoute les témoignages, parce que je fais des entretiens, donc du coup, je recueille ce genre d'expression. Donc, on essaie quand même de savoir ce que ça veut dire, parce que ça revient à longueur d'entretien. Tous les jeunes utilisent à peu près cette expression, au moins au début. Et en fait, donc, c'est quelque chose de tout à fait significatif et très fort pour eux quand on décompose tout ça. Ça signifie en fait qu'ils refusent de penser à un avenir commun sur le long terme. C'est-à-dire ils se disent on va pas faire de promesses, on va pas faire de prévisions, on va pas se dire on s'installe parce qu'en fait on n'en sait rien et qu'on n'est pas maître des conditions dans lesquelles on vit. Peut-être que alors j'ai eu des étudiants, donc peut-être qu'à la fin des études ou au cours des études, le partenaire sur qui on a craqué, avec qui on sort ensemble, peut-être qu'il va devoir partir à l'étranger, donc peut-être pour longtemps. Donc dans ce cas-là, la relation elle s'arrêtera probablement d'elle-même. Donc surtout pas de promesses, parce que les promesses, selon les jeunes, ça fait que des déceptions. C'est ça en fait. En revanche, la chose qui est promise en début de relation, c'est une forme d'authenticité. Si je suis avec toi aujourd'hui, et si il y a des sentiments, on va dire, qui peuvent commencer, je promets en fait d'une certaine façon d'être sincère. Et si je suis avec toi, c'est que vraiment j'ai envie d'être avec toi. Et si ça s'arrête à un moment donné, c'est que les sentiments n'ont pas abouti, ne sont pas de la qualité suffisante. Donc il y a un rapport au futur qui est très différent, moins de promesses, plus d'anticipation que probablement on aura plusieurs vies conjugales successives au cours de sa vie. Donc c'est difficile de jurer pour toute la vie parce que ça fait très faux, ça fait très conformiste, ça fait pas très sincère.
Et en revanche, il y a une exigence d'authenticité, c'est que si on est ensemble, alors c'est qu'on s'aime pour de vrai, en fait, et que la relation que l'on vit, elle est authentiquement pleine de sentiments et vécue de façon très forte. Il y a cette exigence, en fait, d'authenticité au présent, et qui est une forme d'engagement aussi, en fait. Je voulais dire un mot peut-être des couples qui se présentent à l'Église catholique pour demander le mariage. En fait, la plupart des couples qui viennent demander le mariage, ils vivent déjà ensemble et ils ont souvent des enfants. Bon, je vous dis ça à la louche, je n'ai pas de chiffres précis, mais en gros, les animateurs de préparation au mariage, les couples qu'ils reçoivent, c'est des couples qui ont déjà une vie commune. Et alors le mariage sacramentel, et on poursuit dans l'idée que les trajectoires conjugales sont plus du tout les mêmes que quand vous vous êtes mariés, par exemple. Le mariage sacramentel, il vient dans une vie qui est déjà bien construite. On a déjà un appartement. On a déjà des enfants, souvent. Et quand on est prêt à aller plus loin, donc ça rejoint l'authenticité d'une certaine manière. On se marie civilement et peut-être sacramentellement. Mais donc ça arrive non pas au début de la vie conjugale, mais bien après. Et d'ailleurs, les questions du coup qui se posent en préparation au mariage ne sont plus les mêmes qu'il y a 30 ans. Mais ça rejoint, je crois, l'authenticité. C'est parce que se sent prêt à aller plus loin qu'on se marie sacramentellement. C'est une vraie déclaration, on va dire, de sentiment. Oui, mais j'avais envie de rebondir aussi sur le fait qu'un certain nombre de couples que nous voyons idéalisent beaucoup la relation de couple. C'est-à-dire que pour eux, ça doit être parfait d'une certaine manière, ce qui fait que quand ils se confrontent aux difficultés de on n'est pas d'accord pour partir en vacances, ou on n'est pas d'accord pour ajouter des choses plus sérieuses sur certains points de l'éducation des enfants, etc., ça prend des proportions énormes, comme si ça renvoyait à un désaccord fondamental. Et donc, voilà, nous pour rester très concret dans la maison, on propose vraiment très souvent ce que nos conseillers conjugaux appellent des post-couples pour que les jeunes couples qui vivent ensemble depuis déjà plusieurs années, alors mariés ou pas mariés, etc., bon, peu importe, en tout cas ont une vie de couple, échangent entre eux sur des choses extrêmement concrètes, des désaccords normaux de la vie de tous les jours, qui ne démolissent pas forcément un projet ou un engagement, qui ne sont pas forcément incompatibles avec un engagement. Parce qu'il y a une espèce d'idéalisation, c'est un peu paradoxal peut-être, mais il y a une espèce, je ne sais pas si vous êtes d'accord, il y a une espèce d'idéalisation de la vie de couple, étrangement peut-être. Alors, je n'ai pas la citation précise en tête, mais vous pourrez la chercher dans Amoris Laetitia. Le pape dit à un moment, ce n'est pas parce que mon conjoint n'est pas parfait ou que son amour n'est pas parfait qu'il ne m'aime pas. Vous voyez, il y a toujours, c'est la même idée, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une illusion que l'amour, ça doit tout le temps être au top. Que l'autre, surtout l'autre, doit être parfait. Moi encore, je ne sais pas, mais l'autre, oui. Et alors, il dit non, ce n'est pas ça la vie de couple. Ce n'est pas parce que l'autre n'est pas parfait que son amour n'est pas parfait. Ben, l'amour est imparfait. On verra au ciel. On verra au ciel, ça sera mieux au ciel. Mais aujourd'hui, l'amour est imparfait, il est marqué par la finitude. Ça n'empêche pas de continuer à cheminer, de tenter de s'aimer mieux, mais sans cette illusion que la vie familiale et conjugale doit toujours être merveilleuse. Elle n'est pas toujours merveilleuse. Justement, elle n'est pas toujours merveilleuse. Et de plus en plus souvent, il y a des divorces. Et Christophe Giraud, j'aimerais vous lancer tout de suite sur cette question des familles recomposées et aussi la figure du beau-parent qui est devenue commune, mais qui reste l'irruption. Moi, je l'ai connu chez beaucoup d'amis qui ont eu des beaux-parents, une belle-mère ou un beau-père qui arrivait. L'irruption d'un étranger dans la famille qui prend une place, c'est quand même quelque chose de très différent du type de relation humaine et familiale qu'on pouvait avoir avant. Qu'est-ce que ça a de spécifique, de notable ? Alors, donc les familles recomposées, c'est vrai que alors ça existait déjà avant en fait. De nombreux historiens ont montré que voilà, on n'a rien inventé, que Blanche-Neige, pas Blanche-Neige, donc Cendrillon, on va dire, avec une méchante belle-mère, donc les marâtres existaient déjà à l'époque. Ce qui a changé en fait, c'est qu'une partie en fait des familles recomposées, une grande partie des familles recomposées aujourd'hui est recomposée suite à un divorce, une séparation, pas un veuvage.
Donc il y a une forme de choix délibéré d'avoir quitté, et puis du coup aussi de recomposer, hein, puisqu'il n'y a pas non plus souvent d'obligation financière ou matérielle de recomposer nécessairement. Donc il y a quand même un choix amoureux. Ce qui est tout à fait intéressant en étudiant les beaux-pères, c'est qu'il y a des positions qui sont extrêmement, extrêmement différentes en fait. Il y a des beaux-pères qui reprennent d'une certaine façon la place du père, qui veulent le remplacer, et la nouvelle union est conçue comme ça, comme une union de réparation. On s'est trompé une première fois. Comme ça, je reprends les termes des gens, c'est pas moi qui analyse, mais les gens estiment qu'ils se sont trompés et qu'avec cette nouvelle union, ils vont pouvoir recommencer un peu à zéro leur histoire et faire leur vraie histoire, l'histoire qui marchera, qui sera satisfaisante. Et donc du coup, le beau-père, il prend la place d'un père que souvent on veut d'ailleurs plus voir du tout, on va dire qu'on efface du tableau. Donc ça, c'est un modèle possible en fait de recomposition. Et puis il y a des modèles, il y a un autre modèle qui est tout à fait antithétique, qui est celui du nouveau conjoint en fait de la maman. Admettons qu'on prenne cet exemple-là. Et ce nouveau conjoint-là, il est d'abord conjoint et pas beau-père. C'est-à-dire qu'il fait partie du ménage, il est le copain de maman, ils vivent ensemble, il paie une partie des frais, ou il assure une partie des frais du ménage, mais il ne prend pas le rôle de beau-père, soit parce qu'il a déjà des enfants et que chacun ses enfants, chacun s'en occupe, donc ce n'est pas tout à fait une famille au sens classique, soit parce qu'il n'a pas d'enfants lui-même, mais la mère continue à gérer ses enfants elle-même. Et donc le contrat qui est passé, c'est un contrat conjugal, au sens où on est ensemble, on fait un couple, pas forcément marié justement, enfin souvent c'est plutôt en union libre, mais en même temps je gère ma partie, ma filiation, et en même temps on peut avoir une vie conjugale sympathique. Donc ce qu'on voit par exemple, et qui dessine une forme de futur aussi, donc peut-être de la famille, c'est des configurations dans lesquelles on a la filiation d'un côté, donc le père, la mère, elle gère ses enfants d'un côté, et puis par ailleurs elle va avoir une vie conjugale, parce que c'est important d'avoir un conjoint, c'est du soin, c'est de l'écoute, mais ce conjoint il n'a pas forcément besoin d'être intégré parentalement en fait dans la famille. Et à tel point que parfois les conjoints qu'on peut avoir, on n'est même pas obligé, donc les relations stables que l'on a, on n'est même pas obligé de les avoir dans le logement. Bien souvent, après un divorce ou une séparation, le nouveau partenaire, qui est stable, qu'on connaît depuis longtemps, il vit dans son propre logement, avec ses propres enfants. Et ça fait des configurations qui sont encore plus compliquées. Alors ça s'appelle plus famille recomposée, du coup je ne réponds pas tout à fait à la question, mais c'est des configurations qui sont tout à fait intéressantes parce que c'est des configurations, des constellations de ménages, si on veut, ou des ménages complexes, dans lesquels la filiation est bien assurée, au sens où on s'occupe quand même des enfants. Il y a une forme de solidarité qui peut exister entre les conjoints, mais il n'y a pas l'intégration qui existait dans les familles, on pourrait dire conventionnelles. Et donc voilà, c'est tout à fait nouveau et vraiment intéressant. Peut-être Oriane de Motor, et peut-être aussi dire un mot de cette question des divorcés remariés qui suscite beaucoup de discussions dans l'Église. Alors, avant même de parler des divorcés remariés, je voudrais rebondir sur le divorce. L'Église ne prend pas à la légère le divorce. L'Église ne prend pas à la légère le divorce. Elle pense, elle soutient le mariage pour toujours, avec ses notes classiques, avoir des enfants et les élever, être ouvert à la société, être fidèle, voilà. Mais elle accueille, comme je le disais, le fait que oui, il y a des échecs. Il y a des échecs dans le mariage, et il y a des cas où il est même absolument nécessaire de se séparer, donc de divorcer, notamment dans le cas très spécifique, par exemple des violences conjugales. L'Église, elle prend ça à cœur, et le pape François parle spécifiquement de la nécessité morale de la séparation, et donc du divorce, en cas de violence conjugale, quand la vie morale, physique, psychique du conjoint et des enfants est en jeu. Et alors j'y insiste un peu parce que c'est pas forcément très connu. C'est pas une tolérance, c'est une nécessité morale. C'est-à-dire c'est ça qu'il faut faire. Bon, c'est un point un peu spécifique. On pourra y revenir dans le temps des questions si vous voulez. De manière plus générale, oui, l'Église ne prend pas à la légère le divorce parce que de fait, c'est un lieu de souffrance, souvent pour des enfants, le conjoint qui n'a pas voulu, même celui qui a choisi. Voilà, ce n'est pas rien. On s'était promis de s'aimer pour toujours.
Ça, c'est le premier pied, si je puis dire. Le deuxième pied, c'est que les personnes qui ont divorcé, les baptisés qui ont divorcé, qui sont remariés, restent des baptisés et font pleinement partie de l'Église. Voilà, ce sont des membres à temps plein de l'Église. Ce ne sont pas des demi-membres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est quelquefois un peu flou dans l'esprit des uns et des autres. On parle d'excommunication, etc., etc. Alors, pour préciser bien les choses par rapport à la vie sacramentelle, les personnes qui sont divorcées mais qui ne sont pas remariées, qui ne vivent pas seules, elles ont encore peut-être plus besoin que tout le monde de la vie sacramentelle. Elles ont pleinement accès, si je puis dire, aux sacrements de réconciliation, d'Eucharistie, etc., etc. J'entends encore, quand je fais des conférences, des lieux où quelqu'un me dit moi, à partir du moment où j'ai divorcé, et je ne sais pas pourquoi elle est divorcée, on m'a exclu du caté. Je ne pouvais plus faire le caté. Mais c'est insensé, ça. C'est absolument contraire à la fois l'esprit et la lettre de ce que demande l'Église. Par rapport au remariage, les baptisés remariés après un divorce font entièrement partie de l'Église. Mais la discipline sacramentelle de l'Église est telle que on leur demande de s'abstenir du sacrement de réconciliation et d'Eucharistie. Ce qui est d'une grande violence pour les personnes. On a de multiples témoignages. En particulier le sacrement de réconciliation. Voilà. Le pape François, avec Amoris Laetitia, entendant justement, j'évoquais toutes ces consultations de théologiens, d'évêques, de baptisés, qui ont dit leur incompréhension ou les difficultés par rapport à cette exclusion, nous propose dans Amoris Laetitia un chemin pour accompagner ces personnes, qu'elles puissent discerner et qu'elles puissent être vraiment pleinement intégrées dans l'Église. Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer dans tout le détail. Si ça vous intéresse beaucoup, je copilote une formation au Centre Sèvres sur le sujet. Donc vous viendrez me voir après, je vous en parlerai. Mais il s'agit de dire finalement, la tradition de l'Église, ça a toujours été de dire que c'est en conscience que nous pouvons discerner ce qui est bon pour nous et que les autres, que la conscience est ce lieu éminent au cœur de nous-mêmes qui doit toujours être éclairé, que nous devons éclairer, mais qui doit toujours être respecté par les autres. Et il invite à favoriser un travail de discernement des personnes, entre autres les personnes divorcées remariées, mais aussi d'autres dans des situations plus complexes au regard du droit canon, comme les personnes homosexuelles, à engager un travail de discernement pour voir finalement le pas qu'elles vont pouvoir faire pour être mieux intégrées dans l'Église. Et ça peut passer par un retour au sacrement. Voilà, c'est clairement dit dans Amoris Laetitia. On pourra revenir plus tard sur la mise en œuvre si vous le souhaitez. Merci beaucoup, et je suis très content que vous ayez évoqué la question des violences conjugales. C'est vrai qu'on a parlé de la famille en disant qu'elle restait dans toute sa pluralité un lieu important, un lieu ressourçant, mais aussi, c'est aussi, et on en parle de plus en plus, un lieu où se passent des abus. À la fois des violences sur les conjoints, mais aussi des violences sur les enfants. Il y a la question de l'inceste qu'on évoque de plus en plus. Et déjà, peut-être Christophe Giraud, est-ce que, pour entrer dans cette thématique, est-ce que le fait que la famille ne soit plus une institution figée, mais une institution de plus en plus élastique, on va dire, selon vous, ça peut jouer sur le fait qu'on parle de plus en plus de la question de ce qui se passe dans ces familles, c'est-à-dire ces violences, etc. Est-ce que vous voyez le sens de... Oui. En fait, je pense que c'est pas forcément la famille en tant que telle ou la dynamique de la famille qui fait qu'on va parler des violences, c'est qu'aujourd'hui les violences sont dans notre société en général, bien au-delà de la famille, totalement inacceptables. Les violences au travail, dans l'univers professionnel, donc elles sont décriées, les violences sexuelles, mais les violences aussi morales sur les salariés. Donc la violence dans son ensemble est condamnée. Et donc, par rapport au modèle des années 50 où le père disposait d'une autorité aussi à châtier, en fait. Donc une autorité presque, pas pénale, mais quand même presque de juge. Donc on pouvait envoyer les enfants en maison très loin, en maison de redressement ou des choses comme ça.
On n'est plus du tout dans cette vision-là de la famille, en fait. On est plutôt dans une phase de protection, la fessée est interdite, des choses comme ça. Donc, dans l'ensemble, la dynamique de notre société est celle d'une condamnation totale de la violence dans toutes ses formes. Donc, évidemment, dans la famille, dans l'espace le plus intime, où logiquement les sentiments doivent être des sentiments positifs, c'est encore plus inacceptable. Que ce soit à l'égard des enfants qui sont à protéger parce qu'ils sont petits, que ce soit à l'égard des femmes qui sont des égales et qui devraient être respectées. En fait, la demande d'égalité elle est extrêmement forte, donc du coup c'est totalement inacceptable. Donc ça sort dans le cadre des familles non séparées parce qu'aujourd'hui on est davantage prêt à l'entendre, effectivement. On peut dire aussi qu'on a pris mieux conscience. On a pris mieux conscience de la durabilité des dégâts. On n'en avait pas une claire conscience avant. Oui, sur les enfants comme sur les adultes. Bon, mais chez nous, on vient d'ouvrir un point d'écoute violence, justement. Donc, voilà, je pense que c'est important que dans la société, et on en parle aussi avec les instances publiques, avec les mairies, etc. Je pense que c'est essentiel qu'il y ait des lieux où les femmes, les hommes et les enfants puissent venir dire et trouver une oreille et trouver une écoute par rapport à ces questions de violence. Voilà. Je sais que chez nous, on vient d'ouvrir un point d'écoute violence avec psychologue et avocates. Et un cabinet d'avocats pour que les gens puissent effectivement avoir du soutien, avoir un soutien professionnel, avoir un soutien juridique face à ces questions-là. En plus d'un accueil et d'une écoute personnelle, bien sûr, face à ces drames quand même, parce que ce sont des drames qui traversent les familles. Mais ce sont aussi des drames qui sont liés, je voulais rebondir un peu là-dessus tout à l'heure, ce sont des drames qui sont liés aussi beaucoup aux conditions de vie économiques, parce qu'on n'en a pas parlé, mais aux conditions de vie économiques difficiles quand même d'un certain nombre de familles dans la société d'aujourd'hui. Je veux dire qu'on a parlé, il y avait une grille tout à l'heure, enfin une feuille aussi sur le chômage, etc., etc. Bon, il y a quand même des conditions de vie économiques qui sont difficiles du fait de la rupture des couples, quand on se retrouve seul, voilà, quand on doit avoir 2 logements à la place d'un, quand les conditions de garde des enfants sont compliquées, ben voilà, il y a des conditions tout à fait matérielles qui rendent la vie extrêmement difficile. Si ça vous convient, on va commencer à prendre des questions dans la salle pour avoir le temps d'y répondre. Donc n'hésitez pas à lever le doigt si vous avez une question. Oui. Oui. Donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, moi je suis assez sévère par rapport à l'Église. Alors, c'est vrai qu'il y a pu y avoir une instrumentalisation de la parole biblique. Et il y a encore ici ou là une instrumentalisation de la parole biblique pour justifier la domination des hommes sur les femmes. Alors ça se voit peut-être plus dans les églises évangéliques, me disait une de mes collègues baptistes, où la violence ça peut encore être justifiée. C'est vrai, hein, ça. Mais les choses changent, voilà. Les choses changent et donc, j'ai envie de dire heureusement. Voilà, mais ça, on peut estimer que ça aurait pu changer avant, etc. Mais ça change, voilà. Par contre, ceci dit, il y a encore, traîne encore dans l'esprit des catholiques l'idée que quand on est marié, on reste ensemble, quelles que soient les circonstances. Ce n'est pas ce que dit l'Église. L'Église ne dit pas qu'on est marié pour le meilleur et pour le pire. Ça, c'est dans les films, c'est pas dans le rituel du mariage. Par la société, voilà. Voilà. Par la société. Mais dans le rituel du mariage, l'idée, c'est qu'on va traverser ensemble en se soutenant ce qui est difficile.
Ce n'est pas que l'un doit faire subir à l'autre le pire. C'est pas du tout la même chose. Et pour en terminer sur ce sujet-là, parce qu'on a déjà bien parlé, je vous invite à bien distinguer les disputes de couple, les désaccords ordinaires, du phénomène de la violence conjugale, qui est un phénomène d'abus de pouvoir. C'est deux choses différentes. C'est vraiment deux choses différentes. Voilà, pour terminer sur ce point-là. Oui, peut-être un petit complément. Il y a peut-être quand même un effet spécifique aujourd'hui de la situation contemporain. Le fait de pouvoir se séparer finalement assez facilement par rapport à il y a 50 ans entraîne une forme de dramatisation quand même du divorce, avec souvent un qui veut partir, l'autre qui voudrait retenir la personne qui demande le divorce. Donc il y a des pics, je dirais, ou des moments où la violence est exacerbée, au moment des séparations, au moment où il y a des enjeux financiers extrêmement importants en fait des enjeux financiers, des enjeux sur la garde des enfants, des enjeux financiers ensuite en termes de prestations compensatoires. À partir du moment ensuite où on pense, où le mariage se brise et où les intérêts matériels sont au cœur des échanges, ça peut être extrêmement tendu. La justice et les avocats, on va dire, allant pas forcément dans le sens d'une pacification des rapports, puisque chaque avocat essaie de préserver les intérêts de chacun. Donc il peut y avoir aussi des pics de violence spécifiques dans un contexte de séparation aussi. Voilà. Oui, c'était une question sur la PMA qui a un petit peu modifié la procréation, avec la possibilité pour des couples de femmes, mais aussi également pour des femmes seules, d'avoir un enfant. Et les chiffres récents dont on dispose aujourd'hui montrent qu'il n'y a pas de surprise sur le nombre de demandes de PMA par des couples de femmes. C'était prévisible et on arrive à cette prévision. En revanche, il y a une très grosse nouvelle en fait, qui est l'explosion des demandes qui n'avaient pas été prévues, du nombre de demandes de PMA par des femmes seules. Alors les chiffres que vous nous avez donnés ce soir et qui sont passionnants ne concernent finalement que les couples qui se font et se défont. Voilà, vous avez donné des chiffres notamment de recomposition des couples. J'ai noté qu'il y avait un point d'écart d'ailleurs entre les remariages ou les recompositions des couples par des hommes. Les hommes se remettent plus en couple d'un point, me semble-t-il, que les femmes. Et les femmes, apparemment, ont une envie d'enfant seules. C'est un peu la chanson de Jean-Jacques Goldman des années 80. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le modèle de demain, est-ce que ça va être celui-là ? Moi, en tant que je suis maire adjoint en charge de la famille, je m'occupe notamment des places de crèche pour la ville de Boulogne-Billancourt, et j'assiste à une demande importante, enfin qui augmente en tout cas de manière réelle, de demandes de femmes seules avec une aide de la collectivité, puisque c'est difficile d'élever un enfant seul. Il y a une demande forte d'aide. Est-ce que vous, par exemple à la Maison des Familles aussi, vous voyez ce genre de demande qui augmente? Et puis, comment accompagner ces femmes seules dans leur projet d'un enfant sans père? Oui, sur le comment, j'ai pas tellement de solutions parce que c'est vraiment, je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment notre travail avec la CAF en particulier de réfléchir actuellement sur ces questions. Mais nous aussi, effectivement, on a vu en particulier dans les moments de rassemblements municipaux dans lesquels on se trouve, beaucoup de femmes seules qui viennent nous dire il n'y a rien pour nous. Il n'y a rien pour nous, il n'y a pas de lieu où nous puissions parler. Alors bon, elles essayent de se faire des petits groupes, d'essayer de se réunir, etc. Parce que c'est très compliqué d'élever un enfant ou plusieurs enfants tout seuls. Donc effectivement, c'est une vraie réalité sociale, une vraie souffrance. Et comme d'ailleurs par rapport aux violences, j'y pensais tout à l'heure, une difficulté aussi à dire sa souffrance. Parce que c'est une question de souffrir, mais c'est aussi une question de pouvoir formuler et demander de l'aide. Et c'est pas forcément toujours si facile de venir demander de l'aide. Et il y a une grande solitude, parce que bon, nous, notre maison, je disais, on essaye d'en faire un lieu hospitalier, mais voilà, comment rejoindre les personnes qui sont dans cette situation de solitude et de mise à l'écart quand même.
parce que dans des villes, dans des tissus comme ça, urbains, comme Boulogne, il y a quand même aussi beaucoup de familles qui sont des familles normales, entre guillemets. Et donc les familles qui sont différentes, comme ça, elles se sentent aussi assez exclues, malgré tout. Et donc c'est pas si facile que ça de venir demander quelque chose, de venir se regrouper, etc. Donc c'est un vrai point de travail. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai, Christophe Giraud, on a évoqué dans le cas de ces foyers avec un lien conjugal qui réunit les deux foyers mais des filiations séparées. Et donc on voit bien que le lien conjugal et la filiation ne sont plus forcément liés. Et là, on en a l'exemple le plus... Oui, alors je suis désolé, c'est vrai que toutes mes statistiques étaient plutôt centrées sur le couple et pas tellement sur le lien parental, en fait, ou de filiation. Donc c'est vrai que c'est une tendance très forte dans les derniers chiffres qu'on a. Il faudra voir si ça se confirme, en fait, mais en fait, il y a de fortes chances que ça se confirme. D'abord parce que, on va dire, pour les jeunes adultes, quand on regarde la façon dont les couples se forment, avec on va dire une très forte pression pour les études, une très forte pression pour les deux sexes, pour une très forte pression aussi à avoir un emploi qui soit rémunérateur, qui soit bien placé. Donc ça fait beaucoup de conditions qui retardent en fait le moment du premier enfant. Les statistiques qu'on a montrent souvent d'ailleurs que la première union, c'est-à-dire la première relation cohabitante avec un partenaire, est bien souvent une relation qui n'est pas féconde. Il y a une séparation qui s'effectue, et ce n'est que dans la deuxième ou la troisième union cohabitante qu'il y a le premier enfant qui arrive. Alors ça ne concerne pas tout le monde, il y a des différences de classe sociale très différentes, donc voilà. Mais c'est un profil quand même qui est assez net, au sens où il tranche avec ce qu'on connaissait avant, c'est-à-dire que quand on s'installait avant, l'enfant venait à arriver très très vite. Là, c'est plus le cas. On s'installe, on attend. Et puis des fois, on attend tellement que le couple, il s'arrête. Puis il faut tout recommencer, en fait. Il faut tout recommencer le processus, rien promettre, se fréquenter, puis ensuite se voir à distance, puis ensuite, avant de pouvoir parler éventuellement de cohabitation, de se dire, on s'installe quand même, parce que là, c'est bon, on est sûr de nos sentiments. Tout ça, ça prend énormément de temps. Et ce qu'on constate dans les personnes dont j'ai des témoignages en fait sur ces cas de maternité solo, c'est que bien souvent en fait on a des personnes qui ont vécu des difficultés conjugales extrêmement importantes, des violences, des séparations très dures, qui ensuite se sont pas remis en couple pendant un certain temps et qui à l'âge où elles arrivent en fait se disent c'est maintenant quoi. Si je veux un enfant c'est maintenant et c'est tout seul, enfin toute seule. Soit c'est des personnes qui, au fil des relations qu'elles ont eues, sans avoir été complètement seules pendant très longtemps, ont eu des relations, mais jamais au point suffisant de pouvoir parler de façon très très concrète de faire un enfant. Parce que ça arrive aussi, c'est comme le mariage, ça arrive au bout d'un certain temps, ça doit mûrir en fait, c'est pas dès le départ. Et pour ces femmes-là aussi, certaines qui ont connu justement plein de relations, mais jamais suffisamment peut-être sérieuses pour arriver à la discussion d'un projet conjugal, enfin un projet d'enfant. Au moment de la énième séparation, il y a aussi l'idée que là maintenant, il faut que je prenne les choses en main, sinon ce sera trop tard, je ne pourrai pas avoir d'enfant. Donc, pour une bonne partie de ces femmes-là, c'est pas un refus du conjugal, c'est pas un refus de faire famille du tout. C'est l'idée plutôt que il y a une forme d'urgence. C'est l'horloge biologique. C'est l'horloge biologique. Et que le conjoint éventuel qui s'occupera, avec qui je m'occuperai éventuellement de l'enfant, on verra plus tard s'il arrive. Donc c'est devenu, donc c'est une forme d'option, c'est pas exclu. Donc elles sont monoparentales au début, je dirais peut-être, parce que c'est conçu comme ça, mais avec aucun refus finalement de faire famille. Voilà, j'y vois pas un refus de faire famille. Mais là encore, une forme d'exigence qui fait que, au gré des circonstances, c'est plus difficile quand même de faire couple aujourd'hui. C'est-à-dire d'être vraiment sincèrement amoureux et sur une forme de stabilité. En fait, c'est intéressant notre échange. Moi, j'ai pas de réponse directe à apporter à la question qui est plus d'ordre sociologique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit avec cette question que... dans un passé récent, on va dire, il y avait la dimension généalogique, la dimension verticale, grands-parents, parents-enfants, la dimension horizontale qui était le couple conjugal, et puis le réseau plus général des familles avec les sociétés, les neveux. Tout ça était, disons, assez noué. Et puis là, on voit bien qu'il y a une dissociation
de ces liens qui ne sont plus aussi rigides. Alors, il ne faut pas s'imaginer que dans le passé, et vous l'avez dit, que dans le passé, les familles étaient toutes mariées, toutes fidèles, toutes avec des trajectoires classiques. Hein. Ça serait une illusion. Il suffit de lire les romans de Balzac ou... Enfin, la littérature nous donne des exemples à foison et les historiens nous disent bien que on ne se mariait pas dans un certain nombre de milieux. Mais malgré tout, il y avait quand même globalement une coïncidence de ces lignes verticales, horizontales et transversales qui se perdent. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Très rapidement, en fait, c'est vraiment une première phase, en fait. C'est-à-dire, la première phase, c'est de ne pas promettre trop tôt, sachant qu'on ne peut pas tenir la promesse dès le début, parce qu'on ne connaît pas la personne, donc on n'a aucune assurance de l'aimer vraiment pour ce qu'elle est, puisqu'on ne la connaît pas. Puis elle ne nous connaît pas non plus, donc plutôt que de promettre juste pour être conformiste, on préfère ne pas promettre. Évidemment, à un moment donné, une forme d'engagement. On s'installe, on achète à deux, on fait des enfants, c'est un vrai engagement très concret, hein, matériel, donc évidemment il y a un engagement. Ensuite, pour la question de la famille royale, bon, je pense que tout le monde est au courant, on va dire, des aventures extra-conjugales. Enfin, donc personne n'est dupe, on va dire, de la stabilité. Mais oui, mais ça, c'est du rêve. C'est de l'idéal. Mais oui, mais justement, c'est ça le problème, c'est que il y a un rêve et la réalité de la famille ou du couple qui est faite de choses parfois plus difficiles, se fracasse à ce rêve. Il y a une forme d'illusion par rapport à la famille des autres qui serait formidable, le couple des autres qui serait formidable. Et moi, je devrais vivre dans le même cocon où tout serait toujours merveilleux, doux et tendre. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, ils ne sont pas armés par rapport à ça. Ils ne savent pas quoi faire. Mais non, on leur donne les moyens. On essaie de leur donner des moyens pour faire face à la réalité de la vie, pour accompagner la réalité de la vie, pour apprendre à mieux se parler, pour reconnaître qu'il y a des différences, pour se dire qu'on peut vivre avec ça, qu'avec le temps, on va traverser des choses, et puis que le traverser, ça va nous rendre meilleurs, mais que c'est quand même pas gagné tout le temps. Voilà, mais on les équipe. On les équipe, mais on les équipe pas qu'avec du rêve. C'est ça, c'est un de nos enjeux, je crois. C'est pas du rêve, mais c'est aussi une belle aspiration au bonheur. Et cette aspiration au bonheur, elle est à reconnaître et à accompagner. Bon, elle se dit parfois sous des formes assez fantasmagoriques, mais on les équipe pour pouvoir justement vivre cet idéal du couple qui dure, qui demeure, qui traverse. Voilà, on les équipe pour ça. Juste aussi rebondir là-dessus. Je pense que, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, une partie des jeunes qui se disent qu'ils connaîtront probablement plusieurs relations de couple dans leur vie. Et donc, une partie de ces jeunes-là pense aussi quand même que si ça se passait bien, ce serait super quand même que la relation elle dure le plus longtemps possible. Donc il y a quand même l'idéal, il est quand même présent. C'est-à-dire l'idéal que si ça pouvait bien se passer, qu'on soit vraiment amoureux toute notre vie, ce serait quand même bien. Ça reste quand même quelque chose de positif. Mais au-delà de ça, voilà, ils savent aussi qu'on se sépare beaucoup et qu'il y a quand même des chances que ça fonctionne pas. Et que si ça fonctionne pas, c'est pas forcément la peine de s'entêter. Un idéal, mais pas d'idéalisme. La dernière question, juste ici.
Le micro arrive. Merci, merci. On a parlé beaucoup ce soir des conjoints, des couples, des divorces, des mariages et des divorces. Mais quid des enfants? C'est-à-dire que, est-ce que sociologiquement, est-ce que statistiquement, il y a une étude sur l'impact des enfants quand des couples se séparent? C'est-à-dire qu'on parle, les parents se mettent ensemble dans une recherche de bonheur, une recherche d'idéal dont on vient de parler. Mais derrière, ils divorcent relativement plus facilement qu'avant, même s'il y a des enfants. Or, dans notre génération, nos parents restaient ensemble parce qu'il y avait des enfants et qu'on ne divorçait pas parce qu'il y avait des enfants. Donc est-ce qu'aujourd'hui, il y a des chiffres statistiques sur l'impact de l'équilibre des enfants, pour des enfants divorcés par rapport aux enfants des familles conventionnelles? Oui, parce que dans notre entourage, on a pu constater via des divorces de grosses souffrances chez les enfants qui n'ont pas du tout été évoquées ce soir. On parle beaucoup de l'épanouissement des couples, des jeunes. C'est merveilleux, les couples recomposés, mais quid des enfants? Les enfants souffrent. Je pense que c'est compliqué de vous répondre de façon simple, parce qu'effectivement, il y a des études. Alors, j'ai des études sur la réussite scolaire, sur l'équilibre psychologique, c'est plutôt la psychologie, donc c'est pas forcément mon domaine de prédilection. Mais je dirais que c'est compliqué de vous répondre parce que ça dépend beaucoup en fait de la façon dont le divorce se déroule. Il y a des divorces qui sont très conflictuels, qui durent des années, des années. Alors que les parents s'entendent plus, se déchirent pour des questions où les enfants sont centraux, c'est-à-dire ils sont en plus le cœur de la dispute, ils se sentent peut-être un peu responsables. Je pense que ça doit troubler énormément en fait. Puis il y a des divorces au contraire qui sont beaucoup plus pacifiques, qui se résolvent rapidement. Désormais on peut divorcer devant un notaire. Alors, je ne veux pas dire que ça résout tous les problèmes, mais disons que si les parents continuent à bien s'entendre, continuent à se voir, c'est une forme de bonne collaboration, ce qui est quand même le modèle privilégié par la justice aujourd'hui en fait. Évidemment l'ambiance n'est pas du tout la même. Je prends l'inverse, on prend les mariages qui durent. Il y a des mariages qui sont extrêmement, extrêmement durs, où il y a de la violence domestique, la femme reste. Violence domestique devant les enfants. Comment ils survivent à un truc comme ça? Je ne suis pas sûr que le mariage qui dure dans ces conditions-là soit très positif pour les enfants. Donc voilà, c'est difficile de vous répondre parce que je pense que le match n'est pas... Ça suppose des indicateurs très fins quand même pour pouvoir dire quel est l'impact sur les enfants. Merci beaucoup, c'est vrai que c'était court, on aurait aimé prolonger ces échanges et parler plus des enfants. Malheureusement, on va arrêter là. Deux petites choses à vous dire. Tout d'abord, merci. Merci aux organisateurs à nouveau. Pour soutenir... Pour soutenir ces conférences, vous pouvez laisser une petite participation à l'entrée ou même une grosse participation. Donc merci beaucoup. Et enfin, pour la prochaine rencontre, ça sera, vous pouvez prendre vos agendas, le mardi 24 janvier et c'est sur le travail post-Covid. Donc une question encore très intéressante. Merci à tous.